Bonjour, bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE, vous connaissez ces trois lettres, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Ici on est au cœur de la transition écologique, énergétique et sociétale. Voici le sommaire, mon invité aujourd'hui c'est Christophe Lambeuf, le directeur général de Skytech, qui relève le défi du recyclage des plastiques durs et complexes. Les détails dans une minute. Le débat de Smart Impact, il portera sur la comptabilité, comment la placer au cœur de la transition écologique des entreprises. On répondra à cette question avec l'Ordre des experts comptables et l'Alliance Compta Régénération. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups, vous découvrirez Moto et ses vélos électriques disponibles sur abonnement. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact. Bonjour Christophe Lambeuf, bienvenue. Vous êtes donc le directeur général de Skytech. Votre métier, je le disais en titre, c'est le recyclage de ces plastiques durs et complexes. Alors, on les trouve où? Un peu partout dans les produits de notre quotidien? Alors, presque partout. On les trouve beaucoup dans les véhicules hors d'usage. Oui. On les trouve beaucoup dans les appareils électroménagers, électroniques, informatiques. Voilà, ce sont essentiellement là qu'on les trouve. Qu'est-ce qu'on en faisait jusqu'à présent? On viendra à votre solution après, mais qu'est-ce qui devenait ces plastiques durs et complexes? Alors, jusqu'à maintenant, ces plastiques sont ou bien enfouis ou bien incinérés. Ouais. Donc, il n'y a pas énormément de solutions pour ce type de plastique. Et une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de solution, c'est que ils sont assez difficiles à séparer. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont peu séparés. Oui. Ils sont difficiles à séparer parce qu'ils ont la même densité. Alors, on parle de trois plastiques en particulier, qui sont le polypropylène, PP, le polystyrène, PS, et l'ABS. Oui. Donc, ils ont la même densité, c'est leur particularité. Et comme ils arrivent broyés, quand ils sont collectés par les entreprises dont c'est le métier, Suez, Veolia de Richebourg, ils sont mélangés. Et donc, ensuite, il faut pouvoir les séparer pour ensuite les repurifier. Donc, c'est ce que nous faisons. Donc, Skytech a développé un process depuis plusieurs années en collaboration avec le CNRS et l'École normale supérieure. Un process breveté aujourd'hui, protégé, qui permet de séparer ces plastiques en utilisant la triboélectricité. C'est quoi la triboélectricité? Alors, la triboélectricité, c'est pas trop complexe à expliquer. Alors, la façon dont je vais vous l'expliquer, ça va pas être complexe du tout. Ça consiste à charger électriquement des particules et des matières et ensuite les faire passer dans un champ électrique. Et celles qui ont été chargées positivement vont être attirées par le négatif dans le champ électrique et vice-versa. Et c'est comme ça qu'on arrive à les séparer. C'est plus compliqué. Oui, j'imagine, mais vous avez fait en sorte que ce soit mais sur le principe, c'est compréhensible pour moi. Donc on utilise la triboélectricité, on a breveté bien évidemment la technologie et ça nous permet d'obtenir des taux de pureté, une fois que ces plastiques sont séparés, de l'ordre de 99%, donc des plastiques très très purs. Et par la suite, et donc ça c'est la deuxième dimension de notre savoir-faire, nous allons régénérer ces plastiques pour en faire des résines avec des caractéristiques techniques identiques à celles de résine vierge et donc les revendre à l'industrie. D'accord, et elles pourront repartir dans le... Elles pourront repartir, donc dans ce sens-là, on est clairement dans l'économie circulaire puisque les secteurs qui produisent entre guillemets ces déchets plastiques sont également nos clients. Évidemment. Quelques chiffres sur cette pollution plastique, plus de 367 millions de tonnes de plastique produits, ça c'est des chiffres 2020, et à l'époque, pour cette année-là, c'était 9% seulement des déchets plastiques recyclés. Est-ce qu'une technologie comme la vôtre, ça permet aussi c'est en cours de créer une filière qui va, je ne sais pas, permettre de passer de 9% à 15%, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quoi l'objectif de la filière en cours de création? Alors, l'objectif, c'est de recycler effectivement massivement ces plastiques. Alors, les 360 millions de tonnes ne sont pas uniquement nos plastiques. Nos plastiques, ça représente en Europe et en Asie 17 millions de tonnes, ce qui est déjà considérable, et c'est en gros un peu plus de 10% de la production plastique. Ces trois plastiques. Donc, notre ambition, c'est de devenir un acteur européen et effectivement de faire en sorte qu'on arrête d'enfouir et d'incinérer ces plastiques et qu'on les recycle.
Comment vous produisez votre résine? C'est quoi le défi? Parce que ce que j'ai bien compris, c'est qu'il faut qu'elle soit pure et donc réutilisable par l'industrie derrière. Absolument. C'est quoi? C'est industriel, tout simplement? Ah oui, c'est industriel. Ouais. Oui, c'est industriel. Donc la première partie de notre process, ou la seconde partie, puisqu'on va avoir une partie de pré-traitement qui va consister à nettoyer ces plastiques, mais ils sont toujours mélangés. Ensuite, on va les séparer, donc en utilisant la triboélectricité, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc ça, c'est un process industriel aussi. Et ils vont sortir, donc ces plastiques vont sortir séparés, avec des taux de pureté très élevés. Et ensuite, on va les granuler, donc on va les passer dans les granulatrices. Ils vont être légèrement chauffés. On va rajouter des additifs pour leur redonner des caractéristiques techniques, parce que ce sont quand même des plastiques usagés. Leur redonner des caractéristiques techniques propres à l'industrie. Donc on va répondre au cahier des charges des industriels et donc à la sortie, on va avoir des granulés plastiques. Ouais. Il y avait un enjeu de conformité européenne qui a été obtenu il y a quelques mois. Évidemment, on imagine, c'était une étape majeure. Oui, alors on a plusieurs certifications. Ouais. On a des certifications assez larges d'une manière générale, mais on a obtenu plus récemment deux certifications assez spécifiques et intéressantes pour nos débouchés. La première, c'est le contact alimentaire. Alors, non pas pour faire des emballages alimentaires, parce qu'on n'est pas sur le secteur de l'emballage, on est sur les plastiques durs industriels. Mais ça nous permet d'adresser par exemple la cosmétologie. Et puis la deuxième certification, c'est la norme jouet qu'on a obtenue il y a quelques mois et qui nous a permis de rentrer en contact avec des acteurs importants de la fabrication de jouets en plastique. Qui sont vos clients aujourd'hui ? Alors, nos clients sont les industriels de l'automobile, les industriels de l'industrie de l'électroménager, du bâtiment, soit en direct. Et de plus en plus, nous travaillons avec eux en direct parce qu'ils ont des exigences élevées. Donc ça nous permet, nous, de faire valoir notre technicité et notre savoir-faire. Mais nous travaillons aussi avec des distributeurs, les grands distributeurs de polymères français et européens. Ces clients, ils veulent pouvoir afficher un taux d'utilisation de plastique recyclé. C'est aussi ça l'enjeu ? Oui, c'est ça l'enjeu. D'abord parce que d'un point de vue réglementaire, ce sont des obligations qui vont venir et qui arrivent probablement très très vite. Mais la plupart des grands secteurs de l'industrie commencent à anticiper ce phénomène. Par ailleurs, notre process est quand même particulièrement vertueux. On ne l'a pas évoqué, mais en gros, la production d'une tonne de résine recyclée divise par 10 l'émission de CO2 par rapport à la production d'une tonne de résine vierge, ou même par rapport à l'incinération d'une tonne de plastique. Donc c'est quand même assez considérable. C'est un processus industriel, vous l'avez dit, mais qui consomme très peu d'eau. Et cette eau, on la recycle d'ailleurs pour la réutiliser, et assez peu d'électricité. Donc c'est vraiment un process vertueux. Et donc c'est important aussi pour les industriels de pouvoir démontrer qu'ils incorporent de plus en plus de produits régénérés. Vous bénéficiez du programme France Relance. Ça représente quoi, cette aide ? Alors, pardon. Ça représente quelque chose d'assez significatif, en particulier en 2021. On a reçu une aide de l'ADEME et une aide du plan France Relance via BPI France. Donc ce sont des références extrêmement importantes pour nous. C'est une forme de reconnaissance. C'est une forme de reconnaissance extrêmement importante pour nous. Mais est-ce que vous auriez pu le faire sans ces aides ? Ou est-ce que finalement le modèle aurait été un peu plus long à mettre en place ? Non, on aurait peut-être pu le faire, mais le travail, la collaboration avec l'ADEME, par exemple, a été assez fructueuse, puisqu'en fait, c'est quand même du financement de recherche également. Donc, on avait commencé la recherche depuis de nombreuses années, bien évidemment. Donc, ce sont quand même des références importantes, ça nous a permis d'aller probablement un peu plus vite. Ouais. Et alors, justement, je voulais terminer là-dessus, parce que vous l'avez évoqué, mais ça fait combien de temps ? C'est-à-dire pour arriver à aujourd'hui, ce qui est un procédé industriel, une filière en train de se mettre en place, vous l'avez dit, ça démarre à l'université, ça démarre par de la recherche fondamentale d'une certaine façon. Oui, ça a commencé avec de la recherche fondamentale, donc il y a 8 ans déjà. 8 ans. Ça prend effectivement pas mal de temps. Ensuite, il a fallu passer au stade pré-industriel, faire des prototypes, et puis il y a eu plusieurs brevets déposés dans le temps. Donc oui, ça prend du temps.
Mais aujourd'hui, on est au stade commercial, bien évidemment, depuis 2021, stade commercial et industriel. Et avec une croissance forte, vous recrutez, vous en êtes tout de votre développement? On recrute beaucoup. Oui. On vient d'ouvrir notre nouveau site industriel au Val d'Azay. C'est où ça? Alors ça, c'est à 1 heure de Paris en direction de la Normandie, pas très loin de Vernon. Et donc là, nous avons recruté, nous sommes maintenant 82 personnes, nous serons pas loin d'une centaine sur ce site à la fin de l'année. Donc oui, ça représente des investissements industriels et des recrutements et un impact sur l'emploi, on espère en tout cas sur la région. Eh ben, merci beaucoup, merci Christophe Lambeuf d'être venu nous présenter Skytech. Bon vent à Skytech. On passe à notre débat, la comptabilité au service de la transition écologique. Le débat de ce Smart Impact, et je vous présente mes invités. Rachel Kolbé-Semoun, bonjour, bienvenue. Vous êtes directrice RSE du groupe InVivo et membre de l'Alliance Compta Régénération. À vos côtés, Hervé Bégaud, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes expert comptable, président du comité RSE du Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Peut-être pour commencer, vous nous rappelez, on les a déjà reçus ici, mais ce qu'est l'Alliance Compta Régénération? Oui, bien sûr. Donc, l'Alliance Compta Régénération, c'est un collectif qui cherche à faire croiser les différents regards sur les différents acteurs qui peuvent être impliqués dans ce qui pourrait démarrer finalement en comptabilité, qui prennent en compte les différents types de valeurs au-delà de la valeur financière, en quoi on peut aussi regarder la valeur de la nature, la valeur de la société, du social, pour avoir une approche beaucoup plus systémique. Ouais. Donc c'est presque, Hervé Bégaud, réinventer la comptabilité. Est-ce que vous diriez que l'enjeu est aussi important que ça? C'est très important, sachant en plus que quand on parle de comptabilité, on est face à un outil, un matériau qui est tout sauf neutre. Donc on parle d'enjeux environnementaux, on parle d'orienter l'économie vers des enjeux environnementaux et sociaux. Donc la comptabilité est l'outil qui pourra orienter les entreprises, parce que c'est le langage commun aux entreprises. Ouais. Donc la comptabilité doit absolument évoluer si on veut réellement obtenir des résultats concrets en termes de transition écologique des organisations. Ouais. Votre ordre des experts comptables, il est en train de s'engager dans cette direction-là? Bien sûr, parce qu'on ne peut pas être en marge de ça, puisque au niveau européen déjà, l'EFRAG, qui est le bras armé sur la normalisation financière, est déjà engagé, puisque c'est finalement les comptables au niveau européen qui s'occupent de la normalisation extra-financière. Au niveau international, c'est la même chose. Donc évidemment que l'ordre des experts comptables en France, on s'engage fortement. On finance une thèse en comptabilité écologique. On est membre d'une chaire qu'on cofinance depuis 2 ans maintenant, qui est hébergée à AgroParisTech et en partenariat avec Dauphine. Donc on travaille sur la recherche comptable autour de ce sujet. Mais vous savez que les experts comptables sont maillés auprès de 3 millions de TPE-PME notamment. Donc c'est de proposer des outils concrets pour aider ces TPE-PME qui sont parfois vulnérables et qui n'arrivent pas à collecter suffisamment d'informations pour pouvoir orienter leur stratégie. Les experts comptables doivent être dans le jeu et favoriser cette collecte d'informations. Rachel Kolbé-Semoun, c'est quoi InVivo? Redites-nous en quelques mots. Oui, donc InVivo, on est un groupe d'agriculture, de coopératives agricoles françaises, et nous avons plusieurs activités dans l'agriculture, mais aussi dans le retail avec les jardineries comme Gamme Vert et Jardiland. Également le vin avec Cordier by InVivo, mais aussi des malteries, toute une filière de blé avec aussi de viennoiserie, etc. Donc en fait, on touche à une très grande partie de l'agriculture française et aussi à l'extérieur. Alors qu'est-ce que ça représente justement ces enjeux de comptabilité écologique, pour reprendre votre expression? Vous commencez à l'intégrer, vous voulez l'intégrer à vos bilans comptables? Donc on est en train de réfléchir, parce que déjà on est une société à mission. Notre raison d'être, c'est d'accompagner la transition vers un agrosystème plus résilient. Et on se rend compte que pour cette résilience, on a besoin d'accompagner une agriculture régénératrice. Cette agriculture régénératrice, c'est porteur de risques, mais aussi ça peut également être porteur de solutions pour le climat, pour la biodiversité, pour les cycles d'eau. Donc des choses qui vont
au-delà du fait de nourrir l'humanité, on a besoin aussi de voir comment l'agriculture est une solution pour la Terre. Mais pour le faire, on doit regarder quelle est l'équation économique. Quel modèle pourrait vraiment porter ça et dans la durée. Et donc, on essaie de bien comprendre où est la valeur, où est-ce qu'on en tire, c'est négatif par rapport à la capacité de produire, et où en est le positif dans la capacité de séquestrer du carbone ou promouvoir, favoriser la biodiversité. Effectivement, et c'est un enjeu majeur parce que ça coûte cher. La transition écologique, on ne va pas se mentir, elle coûte cher. C'est évident. Et donc, il faut pouvoir positiver l'action des entreprises qui sont sur ce chemin et pressent. Alors, ça peut aller jusqu'à une fiscalité incitative. Enfin, il y a beaucoup de leviers qu'on peut imaginer. C'est effectivement la base. J'aime beaucoup ce que vous venez de dire. Ça coûte cher. Donc, il faut vraiment commencer à dire aux entreprises que ça coûte de l'argent. Donc, préparez-vous, structurez justement les coûts de transition écologique de vos organisations. Nous, on porte une comptabilité écologique qui s'appelle CARE, autour d'une association qu'on a lancée, le CERCES, le Cercle des comptables environnementaux et sociaux. Et justement, c'est le discours qu'on tient. Structurez d'abord le coût des transitions écologiques de vos organisations, puis ensuite, aller chercher des gisements et de financement et d'aide et de fiscalité incitative pour pouvoir opérer cette transition. Ces gisements, ils existent déjà ? Ils existent déjà. Il y a quand même un plan climat qui est lancé, le Green Deal européen. On parle de près de 1000 milliards qui sont lancés vers la transition de l'économie. Donc, c'est des opportunités à aller chercher aussi. En France, il y a le plan climat. Donc, il y a pas mal d'opportunités à aller chercher, mais à condition d'avoir structuré justement ces coûts. Et c'est en ça que la comptabilité est un outil formidable. Je suis bien d'accord. Néanmoins, quand on est en entreprise et non pas simplement dans la comptabilité, pour être incitatif, surtout quand il y a un enjeu de vraiment montrer du progrès réel, on a besoin de ne pas que regarder le coût. Mais on ne regarde pas le coût, rassurez-vous. On doit regarder aussi ce qui va être créé comme valeur. Non, évidemment qu'on ne regarde pas le coût, mais souvent les entreprises ont tendance à ne pas justement regarder le coût suffisamment. Toute entreprise démarre justement par engager une somme d'argent, engager quelque chose, engager de la ressource. Donc, il faut d'abord structurer ça et ensuite voir comment on oriente le modèle économique pour que ça soit de plus en plus rentable et viable. C'est ça l'enjeu. Ouais. Donc, il ne faut pas, je suis complètement d'accord avec lui, il faut regarder les deux. Mais il ne faut pas non plus sous-estimer l'aspect coût en matière de transition écologique qu'on ne regarde pas suffisamment à mon goût. Ouais. Rachel Colbet-Semoun, je reviens sur l'Alliance Compta-Régénération, parce que l'objectif, on l'a déjà évoqué un peu hier dans cette émission, mais l'objectif, c'est d'avoir vous parliez de comptabilité écologique, mais un jour, on ne le dira plus. Vous voyez ce que je veux dire ? J'espère, ce sera la comptabilité, la nouvelle norme. Mais pour ça, il faut la définir, il faut la faire accepter par tous, et pas seulement en France, en Europe, dans le monde. Le défi, il est à ce niveau-là de complexité ? Mais absolument, c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait qu'il faut aussi une dimension qui va inciter, où on considère que c'est quand même un constructif, parce qu'il y a le changement de conduite de changement. Et donc, quand on a une approche que coût, c'est très difficile. Et nous le voyons avec les agriculteurs, où ils ont l'impression d'être écrasés par le réglementaire. Alors qu'au contraire, si on se dit, tiens, il n'y a effectivement pas que le coût, mais les valeurs S qui doivent être regardées. Quand je fais une agriculture bien faite et j'apporte ces valeurs, ces services environnementaux, ça doit aussi porter une valeur. Et ça permet derrière, du coup, l'investissement. Parce qu'on voit qu'il y a de passer en fait de la compensation entre guillemets vers une contribution. Ben là, on peut investir parce qu'on reconnaît la valeur qui va en sortir derrière. Ouais. D'ailleurs, vous l'aviez proposé avant la présidentielle, l'ordre des experts comptables proposait un certain nombre de mesures, par exemple élargir le crédit à impact aux TPE, PME. Il y a un certain nombre de on regarde de près et puis souvent la comptabilité est favorable aux entreprises dans ce cadre-là. Vous ne me faites pas dire, il ne faut pas regarder que les coûts, évidemment, et qu'à chaque fois qu'on en a l'occasion, et notre président ne manque pas chaque occasion de soutenir et d'apporter justement ces orientations-là et d'aider les pouvoirs publics à mieux... Quelle proposition vous aviez faite ?
Il y a cette proposition qui était effectivement d'engager ce type d'aide aux entreprises, mais aussi on a structuré, on a proposé notamment à Olivia Grégoire qui a laissé son qui à l'époque était ministre de l'économie sociale et solidaire. Notre président lui a proposé que les experts comptables aident à la structuration des indicateurs RSE dans l'alias fiscal des entreprises. Alors, c'est quelque chose qui est exploré aujourd'hui, on est en train d'analyser. Pourquoi ? Parce que souvent, il y a cette pression pour les entreprises de pouvoir faire des reporting en permanence, alors même que la comptabilité n'est pas structurée pour collecter, sécuriser ces informations. Donc nous, on propose, notamment pour les plus petites d'entre elles, InVivo, vous avez les moyens, vous avez la structure nécessaire, mais pour les plus petites, c'est très compliqué de pouvoir collecter ces informations-là pour aller chercher justement ces gisements d'opportunités, de financement, d'aide, etc. Et puis il y a le levier des consommateurs et citoyens. Vous évoquez la possibilité de créer une réduction d'impôt sur le revenu spécifique. Comment ça pourrait fonctionner, ça ? Par exemple, vous avez eu souvent des outils, des dispositions qui permettaient en finançant une entreprise, notamment une PME, vous avez une réduction d'impôt. Et pourquoi ne pas soutenir l'écologie en tant que citoyen ? C'est un acte citoyen. On n'arrête pas souvent de gloser qu'il faut agir, c'est un bon moyen. Donc avec le soutien de l'État, c'est-à-dire avoir une réduction d'impôt si vous soutenez une action ou une entreprise à caractère écologique, en définissant bien ce que c'est, qu'un projet ou une société à caractère écologique. Rachel Colbé-Semoun, qu'est-ce qui freine aujourd'hui, on reste sur cette notion de comptabilité, comment intégrer l'extra-financier finalement au bilan d'une entreprise. Qu'est-ce qui freine un groupe comme InVivo dans sa volonté d'aller plus loin ou plus vite en matière de transition écologique ? Donc, on essaie de prendre les choses bien en main. Donc, en plus de l'Alliance contre la régénération, on est aussi dans la chaire Audencia sur les performances multicapitaux, où on travaille avec le modèle LIFTS, qui travaille avec les limites planétaires, les fondations sociales. Et on essaie de regarder en quoi on arrive à générer cet impact positif et comment on peut créer, nous, les solutions qui vont faciliter la transition des coopératives et les agriculteurs derrière. Ce qui coince, c'est un peu ce qu'on a déjà commencé à dire, c'est qu'il y a un décalage en temps entre la valeur qui doit être investie et la valeur qui peut en être tirée. Donc là, ça fait déjà quelque chose où on arrive aujourd'hui difficilement à vraiment mettre une valeur sur des choses. Donc, on peut anticiper, il y a des références qui peuvent aider, mais je pense que ça, c'est la barrière. La deuxième, juste rapidement, c'est effectivement cette complexité internationale. Quand on travaille avec d'autres acteurs du secteur, notamment des multinationales qui sont face à des comptabilités américaine, en plus européenne et puis chinoise, entre autres. Là, on a aussi besoin d'avoir un cadre qui est commun, sinon il y a vraiment cette difficulté de gérer. Et c'est en ça que je disais d'ailleurs que la comptabilité est un outil sauf neutre. C'est un outil politique, pour ne pas parler de géopolitique. Donc la norme qui va sortir de toutes ces histoires va orienter un peu les stratégies, et il y a des enjeux même géopolitique derrière. Donc c'est pour ça que tout ça se structure, et c'est pas neutre. Derrière, il y a le pouvoir des marchés financiers, il y a un certain nombre de réseaux qui poussent pour que la comptabilité adopte telle ou telle norme. Et très franchement, il y en a deux qui s'affrontent actuellement. Nous, on surveille de très près, et il y en a une qui risque de ne pas apporter la solution qu'on attend. Et voilà, donc j'espère que vous nous réinviterez. Ça fera partie des prochains débats de cette émission. Merci beaucoup à tous les deux d'y avoir participé. C'est l'heure de notre rubrique consacrée aux startups. Moto, c'est la start-up que je vous propose de découvrir tout de suite. Bonjour Driss Ibn Mansour, bienvenue. Vous êtes le cofondateur, président de Moto, créé l'an dernier avec Pierre-François Drouget et Antoine Boutier. C'est quoi Moto ? Exactement. Déjà, merci de me recevoir. Alors, Moto, en deux mots, c'est une approche différente à la mobilité. Nous, ce qu'on propose, c'est un abonnement à du vélo électrique. Alors, un abonnement à du vélo personnel, donc c'est votre vélo et vous êtes le seul à en disposer. Et on joint ça à des services de réparation, de conciergerie à la demande
et une assurance. Donc l'idée, c'est vraiment de faciliter et de démocratiser au maximum l'accès au vélo électrique. En quoi c'est une offre innovante? L'innovation, c'est tout le service qu'il y a autour, d'une certaine façon? Alors, il y a des innovations à plusieurs niveaux. Le premier, évidemment, c'est le service. Donc, l'idée de ne pas être propriétaire, mais de plutôt accéder à l'usage plus qu'à la propriété. Donc, ça, c'est un premier modèle innovant sur le mode de consommation de notre mobilité. On consommait des médias, des vidéos, de la musique via des plateformes de streaming. Et l'idée, c'est de pouvoir streamer sa mobilité aussi. Okay. Et l'innovation, elle repose aussi sur le vélo électrique en lui-même. C'est un vélo connecté. Donc, c'est un vélo intelligent, qui est capable de se connecter à une application qui va nous permettre de le verrouiller, le déverrouiller, de le localiser, de le faire sonner si besoin. Donc il y a un certain nombre d'innovations qui sont aussi intrinsèques au vélo. Ce sont des vélos de gamme? C'est des vélos de gamme, absolument. Ouais. C'est quoi le modèle économique? On est sur quel niveau d'abonnement? Bien sûr. Alors, l'idée, c'est que nous, on design, on fabrique nos vélos en partenariat avec des suppliers, des fournisseurs qui sont partout dans le monde. Donc, le design est totalement interne et custom à Moto. Donc, on distribue ensuite nos vélos via un canal Internet, donc notre site Internet, ou via un atelier qu'on a créé dans le centre de Paris. Et ensuite, le modèle économique est assez simple. On propose un abonnement sans engagement à 75 € par mois aujourd'hui, tout compris. Donc, il n'y a pas de frais cachés. Il comprend le vélo qui est haut de gamme. C'est un vélo que vous retrouveriez. Alors, on ne le vend pas, mais si on devait le vendre sur le marché, il serait autour de 2500 €. Donc, c'est plutôt un vélo premium. Et l'abonnement comprend aussi les réparations dont je vous parlais et évidemment l'assurance. Alors, dans votre offre, il y a aussi, j'imagine, une volonté de lever un certain nombre de freins au développement du vélo électrique. Il y a toutes les craintes qu'on peut avoir sur le vol, la casse, la réparation, etc. Absolument. Nous, on a détecté 3 freins principaux. Le premier, c'est le frein financier. Un vélo électrique, en moyenne, ça coûte 2000 €. Donc, c'est quand même un prix assez élevé qui peut être une barrière pour beaucoup de gens. Donc, nous, en proposant un abonnement, et en fait, en échelonnant ce paiement, on lève ce frein financier. Le deuxième, c'est le frein de la maintenance et de l'entretien. Aujourd'hui, on estime que le coût de l'entretien d'un vélo, c'est environ 15% du prix du vélo électrique à l'année. Donc ça peut être assez élevé. Et le troisième frein, vous le disiez très bien, c'est le vol. Il y a énormément de vols, surtout dans les grandes villes. Et donc nous, avec notre système de géolocalisation de nos vélos, d'alarme et surtout d'assurance, on permet justement de lever ce frein qu'est le vol. Alors dans la jeune histoire de Moto, il y a eu une levée de fonds de 5 millions d'euros. Quelle stratégie, qu'est-ce que vous en faites ? Ouais. Alors effectivement, on a fait une levée au début de cette année de 5 millions d'euros. Elle va nous permettre de faire 3 choses. La première, c'est de continuer le développement technique de notre vélo, parce que le vélo est vraiment au cœur du service. Et l'idée, c'est vraiment de proposer le meilleur vélo possible, la meilleure expérience possible, sans cette contrainte de la propriété. Donc le premier élément, c'est le développement technique. Le deuxième, ça va être l'expansion et la croissance de notre flotte. Dans un premier temps à Paris, puis en France, et dès l'année prochaine en Europe. Donc on s'internationalise l'année prochaine. Et le troisième élément, ça va être toute la partie marketing. Nous, on a l'ambition de créer une marque forte de mobilité, de créer une marque inspirante et iconique, et donc de continuer d'investir dans le marketing. Merci beaucoup, merci d'être venu nous présenter Moto. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier Joséphine Dacoury à la production et programmation assistée, Duc Sabatier, Kenny Dellenbach, le réalisateur, et Saïd Mamou au son. Belle journée à toutes et à tous sur Bismart, la chaîne des audacieux et des audacieuses. Salut.